Camarades, durant cette école, vous aurez compris, si vous ne le saviez pas déjà, que le capitalisme est en crise à tous les niveaux. Il est en crise parce que c'est un système qui est rempli de contradictions, qui est devenu totalement absurde, qui est incapable de répondre aux besoins fondamentaux de l'humanité. Il est incapable de nourrir les gens, loger les gens, soigner les gens des maladies qu'on sait déjà soigner, etc. Marx expliquait que sous le capitalisme, l'accumulation des richesses à un pôle s'accompagnait nécessairement de l'accumulation de pauvreté, de misère à l'autre pôle. Eh bien, cette analyse de Marx dépasse aujourd'hui des proportions qui dépassent totalement l'entendement. Le monde compte un peu plus de 3000 milliardaires qui détiennent à eux seuls plus de 16 000 milliards de dollars. Un montant qui a bondi de 2000 milliards en l'espace d'un an. Elon Musk, l'homme qui est le plus riche du monde, possède à lui seul 500 milliards de dollars, à lui seul, l'équivalent du PIB d'un pays, de la Belgique, pas loin, je crois, ou de la Suisse. La semaine dernière, le conseil d'administration de Tesla lui a proposé une rémunération de 1000 milliards de dollars sur 10 ans s'il arrive à atteindre certains objectifs. Ça veut dire qu'il empocherait, essayez de compter, 2 SMIC par seconde. C'est un peu plus que ce qu'il a empoché l'année dernière, c'est-à-dire 1,5 SMIC par seconde. Et je ne parle ici que d'un milliardaire. Après, vous avez Larry Ellison, Jeff Bezos, Mark Zuckerberg, et puis notre champion français Bernard Arnault, qui est en 5e position et qui gagne environ les 3/4 d'un SMIC par seconde. Et après, vous avez centaines d'autres milliardaires qui complètent ce palmarès absurde. Imaginez la somme d'argent, chaque seconde, qui captent et qui finit dans les coffres de leurs multinationales, dans leurs poches, dans des paradis fiscaux. Alors tout cet argent, chaque seconde, pourrait servir à construire des lits d'hôpitaux et devrait servir à construire des lits d'hôpitaux, des écoles, des logements sociaux, etc. Rien qu'avec la fortune accumulée des milliardaires, on pourrait, et je me base sur les chiffres de la Banque mondiale, éradiquer l'extrême pauvreté pendant plus de 90 ans. C'est 175 milliards par an. On pourrait éradiquer la faim dans le monde pendant plus de 400 ans. C'est 40 milliards par an. Donc vous avez les inégalités qui atteignent des proportions inouïes. Ensuite, on en a parlé aussi ce week-end, il y a les guerres. Génocide à Gaza, au Soudan, guerre en Ukraine, au Congo. Des guerres ravagent actuellement plus de 30 pays. Des millions de personnes meurent chaque année des conséquences directes ou indirectes des guerres impérialistes. 124 millions de personnes sont en situation de migration forcée à cause des guerres impérialistes. Puis il y a aussi la crise climatique qui s'aggrave et qui aura de plus en plus de conséquences. Élévation du niveau des mers, inondation des zones côtières, des événements extrêmes plus fréquents et intenses, vagues de chaleur, sécheresse, inondations, tempêtes, incendies dévastateurs, risques accrus de famine, déplacements forcés, accentuation des inégalités, etc., etc. J'arrête là. En réalité, on pourrait disserter pendant des jours sur les conséquences terribles de ce système qui, comme le disait Lénine, n'est qu'une horreur sans fin. En réalité, la nécessité d'une révolution mondiale et d'une révolution mondiale de notre vivant se prouve tout simplement, faits et chiffres à l'appui. Donc je commencerai cet exposé en définissant ce qu'on entend, nous les marxistes, par révolution. Trotsky, dans son ouvrage L'histoire de la révolution russe, en a fourni la définition la plus générale en allant justement à l'essence de ce qu'était réellement une révolution. Il a écrit, je le cite, « L'histoire de la révolution est pour nous, avant tout, le récit d'une irruption violente des masses dans le domaine où se règle leur propre destinée. » Et il y a eu, si on regarde un peu l'actualité, ces dernières semaines, ces derniers mois, ces dernières années même, une vague de révolution qui a balayé de nombreux pays, où les masses, et en particulier la jeunesse, sont entrées sur la scène de l'histoire. Par exemple, depuis 2022, vous avez eu le Sri Lanka, le Bangladesh, l'Équateur, la Serbie, le Pérou, le Kenya, l'Iran, le Népal, l'Indonésie, Madagascar, j'en oublie certainement, j'en passe, il y en a d'autres. En 2019, une vague de révolution avait déjà traversé l'Amérique latine, le nord de l'Afrique et le Moyen-Orient. En réalité, ce qui est en train de se passer, c'est que sous l'impact de la crise du capitalisme, la lutte des classes accélère. Ce qu'on voit de manière générale, c'est que l'ancien monde se meurt et que le nouveau essaie d'émerger. Mais à chaque fois, toutes ces révolutions qui éclatent sont défaites. C'est-à-dire que les masses font tout ce qu'elles peuvent, les jeunes et les travailleurs font tout ce qu'ils peuvent, ils emportent des victoires, mais ils perdent à chaque fois la bataille décisive, c'est-à-dire la bataille pour la conquête du pouvoir et pour le renversement du capitalisme. Pour illustrer, je vais prendre l'exemple récent du Népal. En l'espace de quelques jours,
Des dizaines de milliers de jeunes sont descendus dans la rue, ils ont mis le feu au Parlement, ils ont forcé le Premier ministre à démissionner, son gouvernement à démissionner, ils ont forcé les politiciens les plus corrompus à fuir le pays en hélicoptère, mais au Népal, le système est resté en place. Et juste après, Sushila Karki, qui est l'ancienne présidente de la Cour suprême, a été nommée à la tête du pays. Elle paraît moins corrompue comme ça, mais c'est une représentante et une défenseuse résolue du système capitaliste. Et elle continuera à vendre son pays, à vendre le Népal aux puissances impérialistes, et les banques et les multinationales continueront d'exploiter et d'opprimer le Népal. Ce genre de processus, comme celui que je viens de décrire, est arrivé en réalité des centaines de fois dans l'histoire. Et à chaque fois, ce qui a manqué à la jeunesse et aux travailleurs, eh bien, c'est un parti révolutionnaire de la classe ouvrière, armé des idées du marxisme. Sans parti révolutionnaire, la révolution, nécessairement, elle est captée par des directions qui sont soit réformistes, soit libérales, qui amènent ces révolutions dans le mur, c'est-à-dire qui remettent en définitive le pouvoir dans les mains de la bourgeoisie. Donc la nécessité d'un parti révolutionnaire de la classe ouvrière pour la victoire de la révolution est prouvée par toute l'histoire moderne. Alors pourquoi est-ce qu'il faut un parti de la classe ouvrière? Ça vient tout simplement de la position qu'occupe la classe ouvrière dans la société, dans la production. Ce qu'on entend par classe ouvrière, nous marxistes, en réalité la classe ouvrière, c'est la classe sociale qui compose tous ceux qui n'ont comme principale source de revenus que la vente de leur force de travail, qu'ils vendent sur un marché, et qui est acheté par un bourgeois, un patron, et qui fait du profit dessus en achetant cette force de travail. Et plus les travailleurs sont exploités, plus les bourgeois font du profit. Donc, la bourgeoisie et la classe ouvrière sont deux classes aux intérêts irréconciliables, irrémédiablement. C'est objectif, ça. Et donc, il en découle la nécessité d'une organisation indépendante de la classe ouvrière, indépendante dans le programme et dans les méthodes, une organisation qui ne doit jamais composer avec l'ennemi, jamais composer avec la bourgeoisie. Et aujourd'hui, la classe ouvrière constitue l'immense majorité de la société, l'immense majorité de la population. En France, par exemple, c'est plus de 90% de la population active. Quand on parle de classe ouvrière, quand on parle de prolétariat, on parle tout simplement de salariat. Vous appelez ça comme vous voulez, mais ça définit les mêmes personnes, la même classe dans la société. Eh bien, jamais cette classe n'a eu un poids social aussi important, ce qui nous place dans une situation extrêmement favorable pour la révolution, parce qu'objectivement, c'est la classe révolutionnaire. De par la position qu'elle occupe dans le processus de production, la classe ouvrière est en rapport direct avec la bourgeoisie, et donc elle a la capacité, elle est à cette place-là, pour pouvoir exproprier la grande bourgeoisie et réorganiser la société sur des bases socialistes. Donc, pour gagner la bataille décisive, toutes ces révolutions doivent déboucher sur l'expropriation de la grande bourgeoisie et sur la nationalisation des grands leviers de l'économie sous contrôle démocratique des travailleurs, qui pourront gérer démocratiquement l'économie dans le cadre d'un plan démocratique rationnel et international en fonction des besoins de la population et non plus pour les profits d'une minorité comme c'est le cas sous le capitalisme. C'est ça le socialisme. Et on pourra en finir très rapidement avec les inégalités, les guerres, la destruction de l'environnement et on mettra fin progressivement à toutes les formes d'oppression. Mais pour ça, il faut arracher le pouvoir économique et politique à la bourgeoisie. Et pour y arriver, encore une fois, eh bien, la classe ouvrière a besoin d'un état-major, d'un parti, d'une internationale qui puisse diriger cette lutte jusqu'au bout. Alors, dès les années 1830, la classe ouvrière a commencé à s'organiser, dès ses premières révoltes en fait. Dès que la classe ouvrière a commencé à arriver sur la scène de l'histoire, dès ses premières révoltes, dès les années 1830, elle a commencé à devoir s'organiser. Parce que, nécessairement, elle doit s'organiser pour pouvoir peser dans la société, la classe ouvrière. Elle possède aucune richesse. Par exemple, à la différence de la bourgeoisie sous le féodalisme, la bourgeoisie, elle a accumulé des richesses qui lui donnaient un poids politique important à un certain point dans la société. Elle a même commencé à être intégrée dans l'appareil d'État avec ces richesses qu'elle a accumulées. La classe ouvrière, elle n'a pas tout ça. Elle n'accumule aucune richesse. Donc elle n'a que sa puissance organisée quand elle est organisée. Et elle a commencé à s'organiser. Première forme d'organisation sont les syndicats. Elle a commencé à s'organiser dans l'entreprise. Les travailleurs s'organisaient entre eux pour lutter, pour se défendre contre le patron. Et ensuite, ils se sont organisés dans des partis politiques pour viser la transformation de la société. Donc on n'est pas les premiers dans l'histoire à essayer, tu veux que je parle plus fort ? À essayer de construire un parti révolutionnaire de la classe ouvrière. Et donc, merci. Là c'est bon, vous m'entendez bien ? Nickel. Donc on n'est pas les premiers à essayer de construire
un parti révolutionnaire de la classe ouvrière. Ce qui nous donne beaucoup de leçons, en fait, en réalité. Des leçons inestimables pour pouvoir le construire. Donc, il faut étudier, comprendre ce qui a marché, comprendre ce qui n'a pas marché. Et toutes les erreurs que peut faire un parti révolutionnaire peuvent se regrouper dans deux grandes catégories. D'un côté, on en a parlé ce week-end, d'un côté l'opportunisme et de l'autre côté l'ultra-gauchisme. Et c'est pas évident de jamais commettre d'erreurs opportunistes et ultra-gauchistes. C'est pas évident, des fois on peut en faire. Mais ce qui compte, c'est de les repérer, ces erreurs-là, et de pouvoir les corriger. Si on ne le fait pas, eh bien ces erreurs se cristallisent, deviennent une tendance organique dans le parti, ce qui a conduit, et conduit encore, beaucoup de partis révolutionnaires eh bien, à la destruction. Et comme l'expliquait Lénine, l'opportunisme et l'ultra-gauchisme sont les deux faces d'une même pièce. Ils se sont développés en quelque sorte historiquement en réaction l'un à l'autre. C'est des sortes de jumeaux maléfiques. Alors je commencerai par l'opportunisme. Cette tendance, si elle n'est pas corrigée, conduit tout simplement à ce qu'on appelle le réformisme. Historiquement, elle s'est développée au sein du mouvement ouvrier pendant une grande phase de croissance du capitalisme fin 19e siècle. En France, c'est la phase de croissance qu'on appelle la Belle Époque, la Tour Eiffel, tout ça, vous voyez. Et durant cette phase de croissance, la bourgeoisie a consciemment acheté les sommets de la classe ouvrière. C'est-à-dire que consciemment, quelque chose de conscient, elle a corrompu ses chefs, les cadres syndicaux, les dirigeants ouvriers, des dirigeants qui bénéficient à un certain point de temps d'avantage, c'est-à-dire qu'ils ont des beaux costumes, ils ont des beaux banquets, ils ont les petits fours, ils les mangent avec la bourgeoisie. Il y a les bourgeois qui font montre de beaucoup de respect à leur égard. Bonjour, monsieur Viviani, monsieur Briand, cette maison est la vôtre, l'Assemblée nationale, etc. Et du coup, ils s'adaptent tout simplement au système capitaliste. Et même s'ils conservent l'objectif du socialisme en parole, ils vont le sacrifier, cet objectif, pour des gains à court terme, c'est-à-dire gagner des élections, avoir du monde à leur meeting, grandir, être applaudis, etc. Et pour ça, ils vont s'ajuster à ce qui est à la mode, ils vont s'ajuster à l'opinion publique. Or, la bourgeoisie dispose de tous les moyens pour pouvoir influencer la mode, influencer l'opinion publique, en diffusant, on en a parlé ce matin, tant d'idées qui servent à garantir sa domination. Donc, quand un dirigeant ou un parti sombre dans l'opportunisme, en définitive, il s'empare des idées de la bourgeoisie, plus ou moins consciemment d'ailleurs, et il s'en fait le relais au sein du mouvement ouvrier. Et dans ces périodes de croissance d'ailleurs, la bourgeoisie a les moyens, comme l'économie est en croissance, la bourgeoisie a les moyens de concéder des réformes à une partie de la classe ouvrière. Ce qui donne le sentiment, eh bien, notamment dans l'avant-garde du mouvement ouvrier, etc., qu'on peut améliorer le système capitaliste. S'il y a des réformes, si ça marche, on se dit, finalement, le système capitaliste, peut-être qu'on peut l'améliorer. Et tout ça, c'est la base sociale de ce qu'on appelle le réformisme. Et ça a donné du crédit, justement, aux dirigeants et aux partis opportunistes. Cette tendance s'est cristallisée dans les principales organisations du mouvement ouvrier au début du XXe siècle. Le Parti socialiste, le SPD en Allemagne, le Labour Party en Grande-Bretagne, le Parti socialiste espagnol, et a fait donc de la social-démocratie un des piliers de stabilité du système capitaliste. Tous ces partis, c'était les sections officielles de la Deuxième Internationale, de la Seconde Internationale ouvrière. Et en fait, ils sont organiquement opportunistes et réformistes, dans leur programme comme dans leur méthode, depuis le début du XXe siècle. Et ils constituent aujourd'hui, on en a parlé aussi, l'aile droite du réformisme. Et quand ils accèdent au pouvoir, ils passent très facilement de la réforme à la contre-réforme. Dernier exemple en date, le Parti socialiste avec François Hollande. Donc ça, c'était pour les partis organiquement, maintenant, qui sont complètement réformistes. Mais des partis qui ne sont pas encore organiquement opportunistes, peuvent aussi basculer dans l'opportunisme de manière très rapide. Des partis dont la direction n'est pas assez solide, n'est pas assez formée, et cède facilement à la pression de l'opinion publique. Pareil, va chercher des raccourcis, va chercher la facilité, en sacrifiant les idées et les principes fondamentaux du marxisme pour des gains à court terme, par exemple, grandir. Ce qui revient à sacrifier, j'en ai parlé tout à l'heure, l'indépendance de classe dont j'ai parlé, et donc la sacrifier dans les idées, ce qui aboutit nécessairement à un certain point à la sacrifier dans la pratique. Et aussi le font d'ailleurs plus ou moins consciemment. Je vais prendre l'exemple de la guerre d'Espagne et du Parti ouvrier d'unification marxiste, le POUM, pour illustrer justement une politique opportuniste venant d'un parti révolutionnaire. En réalité, c'était plutôt un parti centriste.
centrisme dans le marxisme, c'est un parti qui alterne, qui oscille entre réformisme et politique révolutionnaire. Donc là, je vais parler du POUM et de la guerre d'Espagne. Trotsky a analysé les raisons de la défaite de la Révolution espagnole dans plusieurs articles, mais dans un qui s'appelle « Classe, parti et direction ». Donc c'est pour ça qu'on a appelé justement cet exposé comme ça. Entre 1930 et 1939, il y a un long processus révolutionnaire en Espagne. Entre 1936 et 1939, ce processus révolutionnaire se transforme directement en guerre civile, c'est-à-dire en affrontement direct entre les travailleurs et les fascistes. Il n'y a alors que deux possibilités à ce moment-là, qui étaient bien sûr résumées par Trotsky, mais qui étaient aussi très bien résumées par, justement, les dirigeants du POUM. Je vais les citer. Dans leur journal, qui s'appelait La Batalla, du 3 janvier 1936, paraît un article intitulé « L'année cruciale de notre révolution ». Et donc les dirigeants du POUM écrivent, je les cite, « Deux voies s'offrent à nous, et seulement deux. Soit la marche vers le socialisme, vers la seconde révolution, soit une retraite fracassante et le triomphe de la contre-révolution. Nous sommes sur le point d'entrer dans une période de grands combats sur la voie du socialisme. » Eh bien, ils avaient tout à fait raison, les dirigeants du POUM, quand ils écrivaient ça. La seule façon d'empêcher la victoire du fascisme à ce moment-là, eh bien, c'était la révolution socialiste. C'est la formation de milices ouvrières, leur armement et la prise du pouvoir par la classe ouvrière. 10 jours plus tard, les mêmes dirigeants du POUM vont signer l'accord du Front populaire, c'est-à-dire une alliance des partis de gauche avec des partis bourgeois républicains sur un programme qui confortait l'affermissement de la République bourgeoise et donc défendait la propriété privée de la bourgeoisie. Ce faisant, le POUM était en train d'accorder du crédit à une classe, la bourgeoisie, qui se préparait à abandonner le pouvoir aux fascistes, à Franco, pour mater la classe ouvrière. Le gouvernement du Front populaire arrive au pouvoir, au gouvernement central, au gouvernement de Madrid, en février 1936. En juillet 1936, Franco tente un coup d'État. Face à ce coup d'État, la réaction ouvrière est massive, elle transforme d'un seul coup le climat politique en Espagne, en particulier en Catalogne, où les ouvriers sont armés, les ouvriers armés contrôlent les rues, forment des comités, remplacent l'armée, remplacent la police bourgeoise, remplacent les tribunaux bourgeois, s'emparent des usines, s'emparent des terres. En réalité, il n'y a plus qu'à prendre le pouvoir de manière effective, c'est-à-dire former un gouvernement révolutionnaire en Catalogne. Au lieu de cela, se forme un gouvernement de Front populaire qui est composé des staliniens, Parti communiste espagnol, et des républicains. Sur le moment, Andrés Nin, qui est le principal dirigeant du POUM, déclare, je le cite, « C'est un gouvernement de Front populaire, un gouvernement qui correspond à la situation d'avant le 19 juillet, avant l'insurrection ouvrière. À cet égard, il représente un recul. Il n'y a donc d'autre issue qu'un gouvernement ouvrier. Le mot d'ordre de toute la classe ouvrière pour la période à venir est « abat les ministres bourgeois, vive le gouvernement ouvrier ». Il a raison, Andrés Nin a totalement raison, il faut un gouvernement ouvrier, mais 7 jours plus tard, Andrés Nin entre au gouvernement du Front populaire, au gouvernement bourgeois, voilà, comme conseiller à la justice. Et c'est ce gouvernement qui va ensuite dissoudre les comités révolutionnaires, liquider en fait l'État ouvrier qui était en train d'émerger en Catalogne. En Espagne, si vous étudiez cette révolution, toutes les tendances du mouvement ouvrier ont capitulé devant la bourgeoisie. Elles ont toutes trahi. Le Parti socialiste, le Parti communiste, les anarchistes, avec la CNT, et aussi son aile la plus à gauche, le Parti ouvrier d'unification marxiste. Ils ont tous refusé de lutter fermement pour la prise du pouvoir de la classe ouvrière sur la base d'un programme d'indépendance de classe. Ils se sont alliés à la bourgeoisie dans un gouvernement de Front populaire, ce qui a ouvert la voie ensuite à la victoire de Franco en 1939 et à une dictature qui va durer jusqu'au milieu des années 70. Je vais citer Trotsky ensuite, qui a tiré le bilan de cette expérience. Il a dit, très rapidement, il a dit d'autres choses aussi, mais ça montre bien l'essence. Le refus de prendre le pouvoir précipite inévitablement toute organisation ouvrière dans le marécage du réformisme et en fait le jouet de la bourgeoisie. Il ne peut en être autrement compte tenu de la structure de la société. Ça revient à ce que je vous expliquais au début. Deux classes aux intérêts totalement opposés, irréconciliables. Donc voilà où mène l'opportunisme, à céder, à s'agenouiller devant la bourgeoisie et à sombrer dans le réformisme. Et c'est arrivé de nombreuses fois dans l'histoire, et ça arrive encore. Avant de parler de l'autre face de la pièce, qui est l'ultra-gauchisme, je vais montrer qu'une erreur opportuniste peut arriver, mais elle peut être corrigée pour ensuite faire une bonne politique.
Quand je dis une bonne politique, c'est la politique dans laquelle nous, eh bien, on puise nos idées, nos méthodes, nos traditions, c'est-à-dire la politique du parti bolchevique. En février 1917, le tsarisme est renversé en Russie. Dans le pays, vous avez des soviets, conseils ouvriers qui émergent, des conseils d'ouvriers, de paysans, de soldats. En même temps est proclamé un gouvernement provisoire, une coalition de partis bourgeois. Directement, les partis réformistes de l'époque, qui s'appelaient les mencheviks et les socialistes révolutionnaires, apportent leur soutien au gouvernement provisoire bourgeois qui se met en place, tout en étant élus à la direction des conseils ouvriers, des soviets. Donc vous avez ce paradoxe, cette contradiction en février, où les soi-disant représentants du nouvel État ouvrier en formation sont en train d'apporter leur soutien à la bourgeoisie, c'est-à-dire aux dirigeants de l'ancienne société qu'on devait abattre. C'est ce paradoxe qui existait en février. Lénine, lui, était en exil à ce moment-là. En son absence, le parti bolchevique, sous l'impulsion de Kamenev et d'un certain Staline, va adopter une ligne de soutien critique au gouvernement provisoire, donc à la bourgeoisie. Ils vont même envisager une réunification entre le parti bolchevique et le parti menchevique. Vous savez, ils avaient scissionné en 1903. Bolchevique, ça veut dire majoritaire en russe, menchevique, minoritaire. Et donc, Staline et Kamenev, ils vont envisager une réunification totale avec les réformistes à ce moment-là et un soutien critique au gouvernement provisoire. Donc, le parti révolutionnaire, qui était le parti bolchevique, allait se compromettre avec la bourgeoisie. C'était une erreur opportuniste. Lénine, lui, revient d'exil en avril et il publie ses fameuses thèses d'avril. Et il explique, en gros, aucune alliance avec la bourgeoisie, aucun soutien au gouvernement provisoire, tout le pouvoir aux soviets, la classe ouvrière doit mener sa propre révolution de manière indépendante. Et là, il va utiliser toute son autorité politique pour pouvoir réorienter le parti sur la bonne ligne, celle d'une indépendance de classe, ce qui lui permettra de vaincre en octobre et de porter les travailleurs au pouvoir. Mais attention, et Lénine le savait très bien, de bonnes idées ne suffisent pas. Il ne suffisait pas de proclamer, de dire tout le pouvoir aux soviets et de proclamer la nécessité de la révolution pour que les masses, d'un seul coup, viennent au parti bolchevique comme par magie. Ça, il le savait. Et il insistait là-dessus d'ailleurs. Il fallait expliquer patiemment les idées et conquérir les masses sur la base de leur propre expérience. Et j'insiste sur le par leur propre expérience. Parce qu'en effet, c'est sur la base de l'expérience de la faillite des réformistes, donc des mencheviks, des socialistes révolutionnaires, au pouvoir notamment, que les travailleurs ont perdu leurs illusions dans le réformisme. Et c'est parce que le parti bolchevique était là, était une alternative, et a tout fait pour, à chaque période de la révolution, se connecter aux masses avec les bons mots d'ordre, avec la bonne tactique. C'est comme ça qu'ils ont pu conquérir la majorité dans les soviets et au final jouer un rôle décisif en octobre. Baisse ce truc-là. Alors pour résumer, le parti bolchevique a mis en place deux éléments essentiels d'une bonne politique révolutionnaire. Ce sont deux éléments essentiels du marxisme depuis Marx. Le parti bolchevique, ils l'ont appliqué de la manière la plus aboutie, bien sûr, mais ça existait depuis Marx. Marx et Engels insistaient là-dessus. Premièrement, la plus grande fermeté dans les idées, dans les principes, dans la méthode du marxisme. Deuxièmement, la plus grande flexibilité possible dans la tactique, c'est-à-dire dans la manière de pouvoir promouvoir ces idées auprès de la jeunesse et de la classe ouvrière. Si vous cédez sur la première, si vous n'êtes pas ferme sur la méthode et les idées, vous sombrez tout simplement dans l'opportunisme. Et si vous cédez sur la deuxième, donc si vous n'avez aucune flexibilité tactique, si vous êtes rigide en tactique, vous sombrez dans l'ultra-gauchisme. Et les deux, souvent, vont en même temps. Je vais expliquer pourquoi. Et j'en viens maintenant à l'ultra-gauchisme. L'ultra-gauchisme qui existe, en fait, depuis qu'existe la lutte des classes. C'est-à-dire depuis qu'une minorité de gens ont compris qu'il fallait renverser le capitalisme et qui sont très impatients, très énervés du fait que les autres ne le comprennent pas. Donc ils sont impatients. Ça vous dit quelque chose, je pense. Vous en connaissez des gens comme ça. Et après la révolution russe, il y a beaucoup de militants à l'échelle internationale qui vont tomber dans l'ultra-gauchisme. En gros, ils vont se dire, ils disent aux travailleurs, regardez ce qui se passe en Russie. Pourquoi est-ce que vous ne comprenez pas qu'il faut faire pareil? Voilà. Eh bien, cette position-là, cette attitude-là va se développer notamment au sein de la Troisième Internationale qui a été fondée en 1919 par les bolcheviks pour étendre la révolution. Et dans toute une série de pays apparaissent de nouveaux partis communistes qui adhèrent à la Troisième Internationale, mais tous ces nouveaux partis souffrent justement de cette maladie, comme disait Lénine, qui était le gauchisme, à des degrés divers.
Leur direction était souvent très jeune et inexpérimentée, et donc ces militants pensaient qu'il suffisait de proclamer la nécessité de la révolution pour qu'elle arrive, et ils pensaient que la seule politique véritablement révolutionnaire consistait à refuser tout compromis tactique, toute intervention dans les syndicats qui sont dirigés par des réformistes, toute intervention dans les partis ouvriers qui sont dirigés par des réformistes. Il y en a qui disaient aussi qu'il faut refuser les élections bourgeoises, parce que les élections, c'est bourgeois, etc. Vous comprenez le principe. Lénine va écrire un ouvrage qui s'appelle « La maladie infantile du communisme », le gauchisme, pour éduquer politiquement les militants de la Troisième Internationale. Notamment dans ce livre, par exemple, il s'adresse aux communistes de Grande-Bretagne, communistes de Grande-Bretagne qui proclament la nécessité d'établir une république britannique soviétique tout de suite, là maintenant. Eh bien, Lénine va leur expliquer, c'est très bien, les gars, vous avez compris qu'il fallait une révolution, mais premièrement, vous êtes 12, enfin, c'est un peu plus que 12, vous êtes petits. Deuxièmement, les travailleurs ont des illusions encore dans le Labour Party et sont organisés au Labour Party, notamment l'avant-garde qui est au Labour Party. Donc, Lénine va leur dire, camarades, entrez dans le Labour Party, soutenez les candidats du Labour Party aux élections contre les conservateurs, tout en critiquant le réformisme des candidats du Labour Party. Et cette position vous permettra de vous frayer un chemin, tout simplement, vers les travailleurs et l'avant-garde britannique pour arrêter d'être 12, voilà, pour grandir. Aucune concession sur les idées, mais flexibilité tactique. Alors pour illustrer les conséquences d'une politique ultra-gauchiste venant d'un parti révolutionnaire, je vais revenir à la Révolution espagnole. À partir de 1932, les trotskistes espagnols commencent à se développer un peu, section de la 4e internationale. Ce qui va leur donner une petite audience dans une partie du mouvement syndical, une partie de l'avant-garde, ils sont quelques centaines, un peu plus peut-être. Et dans le Parti socialiste espagnol, une aile gauche va se cristalliser à partir de 1934, au sein de laquelle de nombreux jeunes et travailleurs entrent et s'orientent rapidement vers les idées révolutionnaires, vers les idées du communisme. Et ça, c'est un processus qui se passe dans de nombreux partis social-démocrates, ça se passe en France, aux États-Unis, etc. Et c'est à ce moment-là que Trotsky théorise l'entrisme, la tactique de l'entrisme. C'est-à-dire, il faut entrer dans ces partis, pour les marxistes, entrer dans ces partis pour se connecter aux jeunes et aux travailleurs qui se radicalisent, les gagner aux idées du marxisme et ensuite faire grandir rapidement les forces du parti révolutionnaire. Entre parenthèses, cette tactique, comme je l'expliquais avec les communistes de Grande-Bretagne, c'est une tactique que Lénine avait déjà théorisée dans les grandes lignes. Et même si vous lisez des textes d'Engels sur la Ligue des communistes, ils faisaient ça également. Tout simplement, ils allaient où était l'avant-garde pour essayer de se connecter à eux. Et en Espagne, en 1934, la situation est particulièrement favorable. C'est-à-dire que les marxistes espagnols auraient pu très rapidement se renforcer, grandir et se préparer à jouer un rôle décisif dans la révolution espagnole. Pour montrer à quel point la situation était favorable, écoutez ce qu'écrivait à ce moment-là un journal socialiste du Parti socialiste de Madrid. Écoutez, en parlant des trotskistes. Le journal écrit « Les meilleurs révolutionnaires et théoriciens d'Espagne doivent rejoindre le mouvement de jeunesse et le Parti socialiste pour réaliser la bolchevisation. » Vous imaginez ce qu'ils écrivaient, ces travailleurs-là? C'est-à-dire que vous aviez des jeunes et des travailleurs d'avant-garde qui appelaient les trotskistes en leur disant « Venez, formez-nous, transformez-nous en vrais révolutionnaires. » Pratiquement, ils leur disaient « Recrutez-nous, s'il vous plaît. » Et donc, en pratiquant l'entrisme, les trotskistes auraient pu se rapprocher de ces travailleurs, leur faire perdre leurs illusions, qu'ils gardaient encore dans l'aile gauche du Parti socialiste notamment, et les gagner très rapidement aux idées révolutionnaires et faire grandir le parti. Mais qu'est-ce qu'ont fait les trotskistes? Rien. Ils l'ont pas fait. Pourquoi? Parce que le Parti socialiste est réformiste. Et donc, par principe, ils ont tout simplement refusé d'y entrer. Ils se sont coupés définitivement de ces jeunes et de ces travailleurs d'avant-garde qui étaient en train de se radicaliser. Au lieu de cela, qu'ont-ils fait? Ils fusionnent avec un parti opportuniste qui s'appelle le Bloc ouvrier et paysan. Et cette fusion entre les trotskistes et le Bloc ouvrier et paysan conduit à la naissance du POUM, voilà, qui ensuite a sombré dans l'opportunisme peu de temps après. Donc 1, ultra-gauchisme, refus de flexibilité tactique par principe. 2, ensuite, opportunisme, reniement du programme marxiste, participation au gouvernement bourgeois et désarmement de la révolution. En fait, le processus de bascule entre ultra-gauchisme
Et opportunisme, il est assez simple à comprendre. D'abord, dans l'ultra-gauchisme, on adopte une attitude sectaire envers la classe ouvrière et ses organisations. On se dit, les travailleurs, ils ne comprennent pas, de toute façon, ils sont réformistes. Alors on les fustige de manière dogmatique, on leur dit il faut la révolution, il faut la grève générale, vous n'avez qu'à adhérer à notre parti, etc., sans jamais essayer de se connecter et de partir de leur niveau de conscience réel. Et c'est précisément cette attitude qui mène à l'opportunisme. Parce que quand on critique les travailleurs avec des phrases totalement abstraites, tout simplement, eh bien, ils n'écoutent pas. Et comme ils n'écoutent pas, on se dit, en fait, les travailleurs ne comprennent pas, ils ne comprendront jamais le programme marxiste. Donc, eh bien, on abandonne progressivement le programme marxiste, on commence à le diluer pour tenter de correspondre ce qui est à la mode ou à l'opinion publique, ou ce qu'on pense être la conscience des travailleurs. C'est ce qu'on fait et font encore un nombre incalculable de partis qui se disent révolutionnaires. Pour illustrer en positif ce que l'on pense être une bonne politique révolutionnaire, je vais parler du soutien critique qu'on porte à la France insoumise, même si on en a déjà pas mal parlé ce week-end. Alors en France, des millions de jeunes et de travailleurs veulent battre la droite et l'extrême droite en votant Mélenchon. Est-ce que nous, le Parti communiste révolutionnaire, à ce stade, est-ce qu'on peut battre la droite et l'extrême droite à la place de Mélenchon? Non, on ne peut pas, on est trop petit. À ce stade, du moins. Pour l'instant, on n'est pas une alternative à Mélenchon. Partant de là, tout l'enjeu d'un parti véritablement marxiste, c'est de réussir à connecter les idées du marxisme sans faire aucune concession à la conscience de ces jeunes et de ces travailleurs qui ont encore des illusions réformistes. Si par exemple, aux élections, on présente des candidats en face de la France insoumise et on dit aux travailleurs « vous êtes des réformistes, en gros, vous avez qu'à voter pour nous parce qu'on a raison, on est des révolutionnaires », et là, on enlève 1% des voix à Mélenchon. Que vont se dire ces travailleurs? Le seul truc qu'ils ont réussi à faire, eux là, alors qu'ils nous donnent de grandes leçons, c'est d'enlever 1% des voix à Mélenchon, donc c'est réactionnaire. Et là, on ne pourra jamais entrer en contact avec eux et essayer de leur expliquer notre programme marxiste. Donc ce qu'on leur dit à ces jeunes et à ces travailleurs qui veulent voter Mélenchon, on leur dit « Ok, eh bien on s'allie avec vous pour battre la droite et l'extrême droite. » Mais comme on ne fait jamais de concession sur les idées du marxisme, on explique, si Mélenchon arrive au pouvoir, tout simplement, il ne pourrait pas mettre en place son programme, parce que c'est un programme réformiste. Et dans le cadre du capitalisme, même si c'est des mesures qui amélioreraient drastiquement les conditions de vie de la majorité de la population, il ne pourra pas le faire. Pourquoi? Parce que la bourgeoisie ne voudra pas. C'est-à-dire que la bourgeoisie dispose de plein de moyens politiques, économiques, diplomatiques, médiatiques, etc., pour faire plier un gouvernement de la France insoumise. Il y aurait des fuites de capitaux, grève d'investissement, pression sur la dette, campagne médiatique, il saboterait l'économie, il y aurait plus un paquet de pâtes dans les magasins s'il faut, il pourrait aller très loin pour faire plier un gouvernement de la France insoumise, parce que jamais il n'accepterait que dans un pays, il y ait un programme social qui marche, qui fonctionne. Il ne pourrait pas avoir cet exemple. Jamais il accepterait, et c'est complètement contradictoire avec leurs propres intérêts, qui est aujourd'hui de défendre leur compétitivité sur les marchés. Donc jamais il n'accepterait. Donc Mélenchon aurait qu'une alternative, soit il exproprie la grande bourgeoisie, il nationalise l'économie sous le contrôle démocratique des travailleurs, soit il sera obligé de capituler. C'est-à-dire, soit démissionner, soit lui-même passera à la contre-réforme et appliquera les politiques de la bourgeoisie. Or, est-ce que exproprier la grande bourgeoisie, exproprier les saboteurs, est-ce que ça, il l'envisage? Non, il ne l'explique jamais. Si vous regardez ce qu'il y a dans son programme, dans l'avenir en commun, on en a parlé hier, il n'y a que quelques nationalisations. Ça ne va pas du tout assez loin. Et encore plus, est-ce qu'il explique la nécessité de construire un parti révolutionnaire armé des idées du marxisme pour aller lutter réellement contre la bourgeoisie? Non, ça, il ne le dit jamais non plus. Ça, c'est notre domaine. Donc, on t'invite à nous rejoindre parce qu'il n'y a qu'un parti armé des idées du marxisme qui permettra d'aller à la lutte réelle contre la bourgeoisie. Voilà. Là, on a réussi, à partir de la conscience réformiste du jeune, du travailleur qui se trouve en face de nous, et de l'amener à nos idées et essayer de le recruter. Et ça fonctionne. Vous en avez la preuve ici, devant vous, par exemple. Cette capacité à connecter les idées du marxisme à la conscience et aux préoccupations immédiates des travailleurs est cruciale pour un parti révolutionnaire et doit donc se retrouver dans toute sa propagande. C'est tout l'objet d'un authentique programme marxiste, comme le programme de transition que Trotsky avait écrit en 1938, qui a largement inspiré notre programme, le programme du Parti communiste révolutionnaire,
qui est aussi un programme de transition. C'est-à-dire qu'il s'agit, dans un programme marxiste, de partir des aspirations des travailleurs, de leur situation de vie concrète, pour formuler des revendications transitoires. Alors qu'est-ce qu'on entend par transitoire? On entend des revendications qui font le lien entre la situation actuelle et la nécessité de la révolution socialiste, tout simplement. Je vais prendre 2 exemples simples. Pour lutter contre la vie chère et l'inflation, on ne peut pas arriver et dire abolition du salariat. Imaginez, il y a une grève à côté des travailleurs qui luttent pour augmenter leur salaire. On ne va pas arriver et dire bonjour, je m'appelle Guillaume, il faut abolir le salariat. C'est pas possible. Il va me dire Guillaume, rentre chez toi. On ne peut pas se connecter avec ces travailleurs qui sont en lutte pour défendre leurs conditions de travail, leur salaire, en disant abolition du salariat. Donc on va porter une mesure transitoire qui est, oui, ok, augmentation générale des salaires, mais aussi indexation des salaires sur l'inflation. Les salaires doivent être indexés sur les prix à la consommation, sinon les travailleurs se font avoir. Ça, c'est pour la vie chère. Ensuite, contre le chômage, qu'est-ce qu'on dit? Échelle mobile des heures de travail, c'est-à-dire le partage du temps de travail entre tous, ce qui ferait baisser le temps de travail, semaine de 32 heures, 30 heures, etc. Enfin, c'est quand même une contradiction aberrante. Qu'il y ait des secteurs de l'économie où des travailleurs se font exploiter, leur taux d'exploitation augmente, leur cadence augmente, alors que le chômage augmente en même temps. C'est complètement aberrant et tous les travailleurs peuvent le comprendre. Donc, échelle mobile des heures de travail, on partage le temps de travail entre tous. Donc vous avez 2 exemples simples, indexation des salaires sur l'inflation, échelle mobile des heures de travail. Face à de telles mesures, que feraient les capitalistes? Ils crieraient à la ruine. Ils diraient c'est impossible. Pourquoi? Parce qu'il y a la dette, parce qu'il y a le déficit, parce qu'il faut redresser la courbe la compétitivité du capitalisme français. Donc ce serait l'occasion de dire, pour une authentique direction du mouvement ouvrier, eh bien si le capitalisme n'est même pas capable de donner un salaire et un travail à la classe ouvrière, à la majorité de la société, qui périsse le capitalisme. On le renverse. Voilà. Et là, vous avez fait le lien, vous avez fait le pont entre la vie concrète des travailleurs, leurs aspirations concrètes, leurs programmes concrets et la nécessité du renversement du capitalisme. C'est tactique, en réalité. Cette méthode, d'ailleurs, doit être bien comprise et doit se retrouver dans nos discussions, constamment, avec les jeunes, avec les travailleurs, quand on intervient sur un piquet de grève, quand on écrit un article. C'est très important de pouvoir élaborer des mots d'ordre de transition. Si on n'adoptait pas cette méthode, est-ce que ce serait un frein absolu à notre croissance? Dans l'immédiat, non. Et j'insiste sur le « dans l'immédiat ». Pourquoi? Parce que sous l'impact de la crise du capitalisme et de toutes ses conséquences, il y a une puissante radicalisation, puissante dans une fraction croissante de la jeunesse et du salariat, et en particulier dans la jeunesse. Si bien que pour certains jeunes, vous allez les voir et vous leur dites « on n'a pas le capitalisme », ils arrivent direct. Il n'y a pas besoin de leur expliquer avec des mots d'ordre de transition. Non, ils veulent lutter directement contre le capital. Et là, on peut les recruter. On pourrait très bien dire aussi « Mélenchon et les réformistes ne comprennent rien, ce sont des traîtres. Appeler à voter pour eux, c'est semer des illusions, il ne faut pas le faire. Votez pour un candidat révolutionnaire ou ne votez pas du tout les élections, c'est bourgeois. » Tout ça, on pourrait le dire et on pourrait grandir également. Mais d'une, on ne recruterait pas les meilleurs éléments de la jeunesse et du mouvement ouvrier qui cherchent des analyses sérieuses, qui cherchent un programme sérieux et une bonne position sur tout un tas de sujets, y compris une bonne position sur la France insoumise, et même si eux-mêmes n'ont plus d'illusions réformistes. Pourquoi? Parce qu'ils attachent beaucoup d'importance à apprendre à convaincre les gens. À apprendre à convaincre les gens et leur entourage sur la nécessité d'une révolution, sans leur asséner de phrases abstraites, toutes faites. Et si vous en rencontrez, ce seront des bons contacts, ces gens-là. De deux, et c'est lié, l'objectif d'un parti révolutionnaire doit être de former cette avant-garde de la jeunesse et de la classe ouvrière qu'on recrute. Et ensuite, de la tourner, même en même temps, parce que les deux sont liés, de la tourner vers la classe ouvrière et vers ses organisations, c'est-à-dire lui apprendre à parler avec toutes les couches de la classe ouvrière, même celles qui ont encore des illusions réformistes, en particulier avec celles qui ont des illusions réformistes d'ailleurs. C'est-à-dire qu'on doit lui apprendre aussi la bonne attitude des marxistes envers les organisations de masse, une attitude qui s'avérera peut-être, même sûrement, vitale pour notre organisation, à un certain point, et pour la victoire de la Révolution, pour éviter tout simplement, par exemple, de refaire le même type d'erreur qu'ont fait les trotskistes espagnols durant la guerre d'Espagne. Je vais dépasser un peu.
qui m'amène à préciser la question de notre tactique. Je crois que c'est Jérôme qui l'a dit hier, Trotsky disait que les perspectives étaient une science. Hier, le docteur Gabriel nous a fait les sciences du marxisme avec les perspectives pour la France. Et la tactique, c'est de l'art. C'est-à-dire l'art de s'adapter aux perspectives, à la situation concrète, pour grandir. L'art de la flexibilité. De manière générale, c'est partir du niveau de conscience réel de la classe ouvrière et de son avant-garde, regarder de manière lucide où en sont nos propres forces et voir comment on peut faire grandir nos propres forces dans la situation. Je vais donc expliquer notre principale tactique, parce qu'il y en a d'autres. France Insoumise, programme de transition, c'est aussi une tactique. Mais notre principale tactique, c'est celle-ci. Aujourd'hui, on n'a pas la taille pour jouer un rôle significatif dans la lutte des classes à ce stade. C'est-à-dire qu'on n'a pas assez de militants, et on l'assume, on le dit, il y en a qui ne l'assument pas, nous on le dit, on n'a pas assez de militants pour orienter un mouvement social dans la bonne direction. On n'a tout simplement pas l'audience pour le faire, on n'est pas assez. Il faut donc construire nos forces. Et il faut les construire bien. À l'échelle internationale, c'est la même chose, nous menons un travail orienté vers la jeunesse. On a fait un tournant tactique vers la jeunesse. Ça peut être la jeunesse étudiante et la jeunesse ouvrière, bien sûr. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, la jeunesse, c'est la fraction la plus révolutionnaire de la société. C'est la fameuse Gen Z. On peut être plus vieux que la Gen Z, je vous rassure. Mais c'est la fameuse Gen Z qui aujourd'hui se mobilise énormément dans toutes les révolutions, les soulèvements qu'on est en train de voir à l'échelle internationale. Et même en France, pour ceux qui ont fait le 10 septembre, à Paris notamment, la jeunesse était massivement présente, avec des slogans très radicaux. Vous aviez des manifs sauvages de jeunes de 20 ans qui traversaient Paris avec des slogans extrêmement radicaux. La jeunesse était très représentée le 10 septembre. Donc la jeunesse se mobilise. Cette jeunesse, comme le disait Lucas tout à l'heure, n'a connu que la crise économique mondiale, une succession de guerres impérialistes, des génocides, la montée du sexisme, du racisme d'État, l'accélération de la crise environnementale, et assez tout simplement, de manière croissante, que la bourgeoisie est prête à saigner l'humanité sur l'autel du profit. En conséquence, la jeunesse d'aujourd'hui est bien plus radicale que la jeunesse des années 90, par exemple. Et une fraction croissante de cette jeunesse, petite mais croissante quand même, se rapproche très rapidement des idées du communisme. Et même se dit déjà communiste. Ça, c'est quelque chose dont on se rend compte dans notre activité pratique. Et quand on va dans des manifestations, sur des facs, on voit qu'il y a des jeunes de 20 ans qui se disent « Je suis communiste, je cherche un parti révolutionnaire, je veux aller à l'assaut du capitalisme ». On a des messages d'adhésion aussi, tous les jours, tous les jours en réalité, où il y a des jeunes, des fois de 16 ans, 17 ans, 20 ans, qui nous disent « Je suis communiste, je cherche un parti révolutionnaire ». Donc dans notre expérience à l'échelle internationale, on s'en rend compte. Mais il y a aussi des sondages bourgeois qui l'avaient montré. Il y a un sondage de l'IFOP qui date de 2023 qui avait montré que 30% des 18 à 34 ans en France pensaient que le communisme était une idée d'avenir. C'était en 2023 et c'était jusqu'à 34 ans. Si vous prenez maintenant et vous allez jusqu'à 25 ans, la proportion elle serait encore plus grande. Et vous aviez des sondages au niveau international, pareil aux États-Unis, au Canada, vous avez cette proportion également. C'est-à-dire que bon, un sondage, ça vaut ce que ça vaut. Mais des sondages comme ça, il y a 10 ans, ça n'existait pas. Et surtout, on voit la progression des idées du communisme dans la jeunesse. Ce que disait Jérôme hier aussi, ça ne veut pas dire que tous ces jeunes qui se disent communistes sont prêts à militer, ils ne sont pas tous prêts à s'engager, mais ça dit beaucoup quand même de cette progression des idées communistes. Et vous avez quand même une fraction de cette jeunesse-là qui cherche à transformer la société et qui cherche à s'organiser. Eh bien, nous devons nous rapprocher le plus rapidement possible du maximum de jeunes et de travailleurs de cette fraction-là. C'est ça notre tactique. On doit les recruter et on doit les former. Par exemple, c'est pour cette raison, vous l'aurez compris, qu'on organise cette école, pour faire grandir nos forces. On n'est pas là juste pour parler des idées comme ça de manière abstraite. Ça, on s'en fout. Ça peut être intéressant, mais ce n'est pas l'objectif. L'objectif, c'est de recruter et de faire grandir nos forces. Et toutes nos activités, que ce soit dans les manifestations, sur les piquets de grève, dans les facs, dans un marché, devant un métro, à chaque fois, c'est soumis à cet objectif qui est de construire le parti révolutionnaire. Nous voulons recruter ces jeunes, ces travailleurs d'avant-garde qui pourront ensuite devenir des militants aguerris, des cadres révolutionnaires qui pourront s'orienter dans la lutte des classes
et qui pourront à leur tour recruter d'autres jeunes, d'autres travailleurs pour faire grandir les forces de notre parti. C'est bientôt fini. Et ce processus, qui est un travail patient, nous amènera à un certain point, à moyen terme, et c'est un de nos objectifs, à devenir un point de référence pour l'avant-garde de la jeunesse et de la classe ouvrière dans le pays. C'est-à-dire qu'on aura, à ce moment-là, une audience plus large. Et le processus de recrutement sera plus rapide. On ne recrutera plus un à un. Il y aura, parce qu'on devient un point de référence, on sera identifié comme ça dans la société, comme un parti qui vont finir avec le capitalisme et qui a les bonnes idées, qui a les bonnes perspectives. Il y aura des groupes de jeunes entiers, des groupes de travailleurs entiers qui entreront dans notre parti. Donc le processus de recrutement ira plus vite. À travers le recrutement de ces jeunes, actuellement, nous jetons donc actuellement les bases d'un travail dans le mouvement ouvrier et dans ses organisations. Tout parti révolutionnaire doit avoir l'objectif de s'implanter dans les syndicats. Les syndicats, ce sont les organisations qui regroupent les couches les plus larges de travailleurs. Eh bien, nous devrons gagner de l'influence au sein des syndicats. Ils défendent des positions communistes et gagner les meilleurs éléments du mouvement syndical, les meilleurs éléments du mouvement ouvrier et les recruter dans notre parti. Ce qui nous permettra, à un moment donné, de fusionner avec les secteurs les plus avancés et les secteurs les plus combatifs de la classe ouvrière, à fusionner avec l'avant-garde. Ça, c'est l'objectif d'un parti révolutionnaire. Et donc se préparer à jouer un rôle déterminant dans la lutte des classes, en ayant des noyaux de communistes dans le plus d'entreprises, d'usines, de sections syndicales, d'universités possibles. Et nous pourrons orienter les futurs événements révolutionnaires qui éclateront nécessairement en France. Parce que nous intervenons dans un pays qui nous place devant de grandes responsabilités. C'est le pays de la Commune de Paris, c'est le pays des grèves de 1936, c'est le pays de mai 68, c'est le pays des Gilets jaunes. Et en ce moment, le rythme et l'intensité de la lutte des classes augmentent sous l'impact de la crise du capitalisme. Les grèves et les mouvements sociaux s'amplifient. Si je prends comme point de départ la grande grève de 95, on a un super article dans le journal. Ensuite, on a 2003 les retraites, 2006 le CPE, 2010 les retraites, puis 2016 la loi travail. 5 mouvements en 20 ans. Depuis 2016, c'est-à-dire depuis que la bourgeoisie attaque frontalement la classe ouvrière par le biais du Parti socialiste et de François Hollande avec la loi travail, on a loi travail, nuit debout, gilets jaunes, bataille du rail, la lutte contre la réforme des retraites, les émeutes en banlieue, des grèves locales qui s'intensifient et le mouvement social bloquant tout. Ça fait 9 mouvements en à peine 10 ans. Ça a doublé, ça a plus que doublé. Donc on connaît une accélération notable de la lutte des classes et ce ne sont que les prémices, ce qui est en train de se passer, des luttes titanesques qui vont embraser le pays. Et à un certain point, de puissants mouvements de grève générale éclateront, allant jusqu'à la grève générale illimitée, c'est-à-dire jusqu'à une crise révolutionnaire. Ça pourra d'ailleurs, comme Jérôme le disait, eh bien, durer une certaine période, il y aura plusieurs offensives. Dans cette période, il faudra qu'on se tienne prêt, parce que les travailleurs s'organiseront sur leur lieu de travail, créeront leurs propres organes de pouvoir. Il faudra qu'à ce moment-là, un parti soit assez implanté pour donner les bons mots d'ordre, pour les porter à la victoire. Un parti qui ne cédera pas et qui ira de manière résolue vers la prise du pouvoir et l'expropriation sans condition de la bourgeoisie. Ça, c'est la tâche qu'on s'est fixée et on l'accomplira en France et on l'accomplira aussi dans le monde. Je vous remercie. C'est 2m12. Voilà. Bien. Bien, merci camarades pour toutes ces interventions qui, comme vous l'avez vu, ont couvert une palette de sujets assez large, ce qui est normal avec un sujet qui est large, classe, parti et direction. Si vous voulez creuser davantage sur tous ces sujets, mai 68, la Révolution allemande, le Front unique, etc., vous avez une table politique, vous trouverez des brochures, des livres sur à peu près tous ces sujets, j'en suis sûr, donc n'hésitez pas. Alors je vais rebondir sur certaines interventions et répondre à la question de Baptiste. Mais je voulais commencer par rebondir sur l'intervention de Galdric sur la politique du Front unique, qui est là sur la tactique du Front unique. Il a évoqué quand les bolcheviks ont lutté contre le coup d'État de Kornilov, mais il y a aussi une autre politique de Front unique qu'ils ont appliquée juste avant, et j'en ai parlé dans mon exposé tout à l'heure. Ça me permet de développer, c'est parfait. Tout le pouvoir aux soviets. Quand les bolcheviks disent, quand Lénine dit tout le pouvoir aux soviets, qui était à la direction de ces soviets ? C'était les réformistes de l'époque. C'était les socialistes révolutionnaires et les mencheviks. En réalité, il les mettait dos au mur, Lénine. Il disait, si vous voulez vraiment défendre les travailleurs, arrêtez votre politique de soutien au gouvernement bourgeois et prenez le pouvoir pour l'intérêt des travailleurs
Mais il ne s'adressait pas aux réformistes en réalité, c'est là que c'est tactique. Lénine, parti bolchevique, qui s'adressait à la base aux travailleurs qui avaient encore des illusions réformistes. Comme les réformistes, et Lénine le savait, eh bien, ils ne l'ont pas fait, ils n'ont pas pris le pouvoir au nom des soviets. Au contraire, ils sont rentrés au gouvernement bourgeois, ils ont appliqué la politique de la bourgeoisie. C'est comme ça que les travailleurs ont perdu leurs illusions, petit à petit, donc sur la base de leur expérience, et là ils se sont dit, qui c'est les mecs qui nous ont dit la vérité depuis des semaines, des mois, des années, et qui avaient raison? C'est les bolcheviks. Voilà, c'est comme ça qu'ils ont pu gagner les masses de toute la Russie. Donc c'est très important d'avoir une bonne tactique, et ça m'amène à la question de Baptiste sur l'entrisme. En réalité, il y a plusieurs conditions concrètes pour appliquer l'entrisme. Trotsky a formulé ce terme d'entrisme dans les années 30, particulièrement à partir de 34, et il avait formulé des conditions qui devaient amener à cette forme précise d'entrisme. Il y a même du coup des ultra-gauchistes qui nous disent si ces conditions n'existent pas, à la ligne près, on ne peut pas faire d'entrisme. Mais ce n'est pas vrai. On peut à chaque fois, il y a d'autres conditions, on doit s'adapter à la situation concrète. Quelles étaient les conditions d'entrisme de Trotsky dans les années 30? C'était situation pré-révolutionnaire ou révolutionnaire, fermentation dans un parti social-démocrate, possibilité de cristallisation rapide d'une aile gauche et possibilité de croissance rapide du parti révolutionnaire si on entre dans ce parti, dans cette aile gauche, et on sort avec une fraction qui nous permet de faire grandir le parti. Ça n'a pas toujours été comme ça, les conditions de l'entrisme, notamment sur ta question Ted Grant, donc celui qui est le fondateur de notre international. J'ai passé assez rapidement, on a des articles sur notre site internet, et je crois un exposé de Jérôme aussi, que tu as fait il n'y a pas longtemps, qui raconte tout ça. Sur le site internet en anglais, pardon, de l'international. Je crois pas qu'on en est en français. Ted Grant, après la Seconde Guerre mondiale, donc il y avait une période de croissance. Lui, il va dire quel est le rôle des marxistes dans cette période de croissance du capitalisme, donc aussi de stabilisation et de montée des illusions réformistes, parce que quand il y a de la croissance, il y a aussi les idées réformistes qui gagnent du terrain. Ted Grant va dire qu'il faut conserver la méthode du marxisme et souder des cadres marxistes qui pourront ensuite profiter d'une situation révolutionnaire, enfin, d'une crise, quand la crise va arriver, d'une période de radicalisation pour grandir. Et il va le faire au sein du Labour Party, commencer à gagner des positions dans le Labour Party. Il va se dire, au début on gagne des positions, et on pourra en profiter, c'est un entrisme sur le long terme, on pourra profiter de ces positions quand, parce que lui avait prévu la crise, contrairement à d'autres qui disaient qu'il n'y aura plus de crise du capitalisme, lui a dit il y aura une récession, et dans les années 70, quand cette récession est arrivée, il y a eu une période de radicalisation, il y en a qui sont entrés dans le Labour Party, et le militant à l'époque a pu beaucoup grandir, comme ça, notamment dans la jeunesse. Ça a gagné, ça a permis à l'organisation de Ted Grant ensuite de devenir très importante, de gagner la jeunesse socialiste, je crois, la mairie de Liverpool, et voilà, je vais m'arrêter là. En tout cas, ce qu'on peut tirer comme bilan de l'entrisme à chaque fois, et même de l'entrisme de la JCR dans l'UEC, c'est que c'est souvent dans la jeunesse que les partis qui ont fait de l'entrisme ont pu gagner justement des jeunes aux idées du marxisme. Parce que la JCR a fait de l'entrisme dans l'UEC et est partie avec une fraction de l'UEC. Il y a un autre type d'entrisme qui n'est pas du tout celui qu'on défend. Et généralement, quand des gens nous parlent d'entrisme, ils croient que c'est ça l'entrisme, mais ce n'est pas du tout l'entrisme qu'on défend et qu'on a pratiqué. C'est l'entrisme sui generis, l'entrisme profond, sous-marin, clandestin un peu, qui était défendu à la base par Pablo, ensuite par les Lambert, enfin, ce qu'ont fait les Lambertistes, même si Lambert disait qu'il n'était pas d'accord, c'est ce qu'ils ont quand même fait. C'est-à-dire entrer dans les partis social-démocrates, ne pas dire qu'on est marxiste, donc ne pas le faire à drapeau déployé, sans dire qu'on est marxiste, on entre dans les partis social-démocrates, on adapte, c'est-à-dire qu'on accepte une adaptation programmatique au réformisme, ça veut dire que c'est une erreur opportuniste, et les lambertistes, en faisant ça, ils fournissent au final beaucoup des cadres de l'appareil d'État français. Lionel Jospin, Combat-Délice, etc. Donc ils se sont adaptés de manière complètement opportuniste à ces partis social-démocrates. Je voudrais rebondir aussi sur l'intervention d'Alix, qui a parlé des anarchistes durant la guerre d'Espagne, et de Johan sur Madagascar. Ça m'a fait penser à une question essentielle dans le marxisme, et on aurait pu faire un sujet dessus, on le fait parfois en école, c'est sur la question de l'État. Pour tous les camarades, et les futurs camarades, je vous conseille de vous former sur cette question fondamentale pour le marxisme, qui est l'État. Ici, vous avez l'État et la révolution de Lénine qu'on publie. Qu'est-ce que l'État pour les marxistes? C'est l'outil d'oppression d'une classe sur une autre. Une des principales divergences qu'on a avec les anarchistes, c'est que nous, on dit l'État, on doit s'en saisir, mais on doit le briser. Les anarchistes, eux, disent, et je crois que c'est une phrase de Trotsky, on ne le touche pas parce que c'est maudit,
grande phrase abstraite, on ne prend pas le pouvoir parce que c'est maudit, prendre bien méchant. Or, les bourgeois disent quoi? L'État, on ne prend pas parce que c'est sacré. Donc, les bourgeois, comme les anarchistes et comme les réformistes au final, nous disent on ne prend pas l'État. Donc, on laisse cet outil d'oppression dans les mains de la bourgeoisie. Concrètement, c'est quoi l'État? L'État, ce sont les CRS qui ont éborgné les Gilets jaunes. Je ne sais pas si cette semaine, vous avez vu, mais Mediapart a sorti un document où on voit des images à Sainte-Soline de CRS qui comptaient le nombre d'œils éborgnés ou qu'ils ont tiré dans la rotule, toi t'en as eu combien, etc. C'est ça l'État. La question à poser à peut-être des jeunes qui sont sincères et qui se disent anarchistes, c'est parce que ça arrive, des fois il y en a qui se disent anarchistes simplement parce qu'ils se disent c'est quoi ces partis bureaucratiques là, c'est bon je suis anarchiste. C'est possible. Il faut leur dire, poser cette question. Est-ce que ces compagnies de CRS qui ont éborgné les Gilets jaunes, à Sainte-Soline, etc., est-ce qu'on les laisse dans les mains de Macron, de Retailleau et de Bernard Arnault et de Bolloré? Non. Si vous dites oui, ça ne sera pas un contact. Voilà. Mais non. Donc, il faudra s'en saisir et ensuite le briser. Ça, il faut comprendre ce que c'est ce qu'a dit Johan. Est-ce que ces CRS tels qu'ils sont, ces compagnies de gendarmerie mobile, on peut s'en servir pour aller opprimer la bourgeoisie telles qu'elles sont là? Ben non, on ne peut pas. Donc, il faut briser l'État bourgeois tel qu'il est aujourd'hui. Qu'est-ce que ça veut dire briser? Ça veut dire que dans un processus de révolution où il y a un double pouvoir ouvrier qui arrive, où le pouvoir ouvrier, le nouveau pouvoir ouvrier, montre qu'il va pouvoir prendre réellement, qu'il est déterminé à aller vers la conquête du pouvoir, avec un parti déterminé à aller vers la conquête du pouvoir, avec des milices ouvrières qui sont déjà formées, c'est fracturer l'appareil d'État, notamment l'armée et la gendarmerie, sur une base de classe où les éléments prolétariens de l'appareil d'État vont rejoindre les milices ouvrières. Et ensuite, on a un État ouvrier. Voilà. L'État ouvrier qui, comme le disaient Lénine et Engels avant lui, c'est un demi-État. C'est-à-dire que c'est l'outil d'oppression, ça devient l'outil d'oppression de la majorité de la population sur la minorité de la population, les oppresseurs. On doit opprimer les oppresseurs. C'est ça la dictature du prolétariat. La dictature du prolétariat, c'est tout simplement la démocratie ouvrière. C'est supprimer les droits de la bourgeoisie. Supprimer les droits de la bourgeoisie qui sont les droits de détruire, de piller, d'exploiter. On supprime leurs droits. Et ensuite, l'État disparaîtra, dépérira à mesure qu'il y aura une baisse indéfinie du temps de travail et que l'ensemble de la population pourra participer justement à la gestion de l'État et l'État se résorbera dans la société et le gouvernement des hommes, comme disait Engels, sera remplacé par l'administration des choses et des opérations de production. Donc, sous le communisme, il n'y aura plus d'État. Et ça m'amène à quelque chose d'important, qui est que nous, on définit la société communiste, c'est-à-dire qu'on n'a jamais lâché sur le fait de dire que sous le communisme, c'est Jérôme qui en parlait ce matin, il n'y aura plus d'exploitation, il n'y aura plus d'État, il n'y aura plus d'oppression, il n'y aura plus de guerre, il n'y aura plus de marché, il n'y aura plus de monnaie, il n'y aura plus de frontières, etc., etc. Tout ce que je viens de dire, ce sont en réalité des produits de l'histoire. C'est-à-dire que si on fait une analyse scientifique, minutieuse de l'histoire, on se rend compte que l'État, les oppressions, l'exploitation n'ont pas toujours existé. Et dans l'immense majorité de l'histoire de l'humanité, tout ça, ça n'a pas toujours existé. Une des grandes lois, c'est la dialectique, c'est le principe même de la dialectique, c'est de nous dire que toute chose qui vit doit mourir. Désolé si je vous l'apprends. Mais toutes ces choses qui ont émergé de l'histoire parce qu'il y avait des conditions historiques déterminées, disparaîtront quand il y aura plus ces conditions historiques déterminées. Je vais vous prendre quelques exemples, je n'ai pas le temps de tout décrire, mais par exemple l'exploitation. Pourquoi il n'y aura plus d'exploitation? Parce que les moyens de production, on aurait exproprié la bourgeoisie, donc les moyens de production seront publics. Plus personne ne possédera à titre privé une entreprise et plus personne n'exploitera donc le travail de quelqu'un d'autre pour faire du profit. Il n'y aura plus d'exploitation. Comme il n'y aura plus d'exploitation, il n'y aura plus de classe sociale. Comme il n'y a plus de classe sociale, comme l'État est un outil d'oppression d'une classe sur une autre, il n'y aura plus de nécessité d'État. Pareil pour les oppressions, c'est plus long, mais est-ce que la bourgeoisie, la classe qui aujourd'hui nous divise sur des bases de genre, d'orientation sexuelle, de religion, de nationalité, etc., elle n'existera plus. Elle ne pourra plus le faire. Et qui plus est, les bases matérielles n'existeront plus non plus. Le travail domestique des femmes sera socialisé, j'en ai parlé ce matin. Sur le racisme, par exemple, si aujourd'hui la bourgeoisie peut nous diviser, peut diviser les travailleurs en disant c'est à cause des immigrés si vous n'avez pas de logement, s'il y a du chômage, si vous n'avez pas de travail, c'est parce qu'il manque des logements, parce qu'il y a du chômage, parce qu'il n'y a pas assez de salaires, enfin des bons salaires et du bon travail pour tout le monde. Voilà. Et donc, avec la hausse indéfinie des forces productives,
tout ça, ça n'existera plus. Voilà, il y aura assez pour tout le monde. Et donc la base matérielle des oppressions n'existera plus. Et à mesure que les conditions économiques et culturelles du communisme se développeront, se réalisera la formule de Marx, de chacun selon ses capacités, à chacun selon ses besoins. Voilà, à chaque fois on bug, quand on l'a dit, il faudrait qu'on se la marque quelque part. C'est-à-dire que, et nous on est ferme là-dessus, tout le monde pourra participer librement à la production de la richesse sociale, et tout le monde pourra se servir librement dans la richesse sociale. Et tout ça, c'est scientifique. Ça paraît une utopie comme ça, mais ça se base sur une analyse scientifique des sociétés, de l'histoire des sociétés humaines, et c'est une anticipation scientifique des sociétés humaines telles qu'elles vont arriver. Si on a mis communisme sur cette banderole, c'est pas juste pour la forme. C'est parce que c'est ça le communisme. C'était le communisme de Marx, d'Engels, de Lénine et Trotsky, et c'est le communisme tel que le défend le Parti communiste révolutionnaire. J'en ai fini pour cette conclusion. Il me revient aussi, donc vous me laisserez un peu plus de temps, de conclure cette école de manière générale. Déjà, je voudrais affirmer, comme il est de tradition et c'est très bon signe, c'est que c'était la meilleure école de toute l'histoire de la section parisienne de l'Internationale communiste révolutionnaire. Donc bravo à tous.